Il n'y a pas autre chose que la totalité des relations. Et donc, comme vous proposez de dire, c'est bien l'ouverture. C'est bien l'ouverture entre les relatifs qui fait l'absolu. Merci. Dany? Ma question porte davantage sur la communication que vous avez faite, sur l'ensemble de la communication. D'abord, merci beaucoup. C'est un don que vous nous faites aujourd'hui. Vous avez proposé comme geste philosophique un geste de clarification, même si vous l'avez qualifié d'éclair ou d'une clarté fugitive. Comme quelque chose qui tente de penser ce qui se passe actuellement, quelque chose qui tente de réfléchir, ou plutôt de penser ce qui nous est donné, ce qui nous arrive. Les thèmes que vous avez, les 10 thèmes, les 9 ou les 10 thèmes que vous avez abordés, me rejoignent particulièrement. Avec mon accent, peut-être que vous avez vu que je suis du Québec, et avec ce qui s'est passé ces derniers temps, le printemps érable et tout, c'est quelque chose que je pense qui est actuel aussi. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il reste une possibilité pour la philosophie de proposer quelque chose en ce qui a trait à ce qui touche au commun? Je comprends la nécessité de penser ce qui nous est donné, mais est-ce que, selon vous, il reste une possibilité de proposition, proposition est peut-être un peu fort, mais en tout cas d'une participation à des décisions en tant que philosophe ou penseur? Mais à des décisions, vous voulez dire à des décisions de quel ordre? À des décisions politiques? Politique, ou en tout cas à une participation à un débat qui touche au commun. Ça peut être d'ordre politique, ça peut être d'ordre des fois institutionnel au niveau des universités ou des choses comme ça. Mais est-ce que le travail philosophique peut en arriver là, ou si le travail philosophique se limite à clarifier, en tout cas à tenter de comprendre ce qui nous arrive? Oui, 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 oui. Je crois que, enfin, vous me posez la question de la présence ou de l'intervention du travail philosophique dans une pratique collective, commune. Eh bien, moi, je dirais que bien sûr, mais c'est déjà fait, ça se fait tout le temps. Regardez, nous sommes ici ensemble, je pense, un petit nombre, mais un certain nombre. Bon. Chacun d'entre nous appartient à un réseau universitaire, social, national, etc., etc. Bon. Et qu'est-ce qui se passe dans l'ensemble de ces réseaux? Il se passe sans arrêt des transformations, des questionnements. Par exemple, vous dites le commun, mais le commun, la communauté, qui est une question qui était très, disons, à la mode dans les années 80, ensuite a disparu de la mode parce qu'elle est allée se transformer et se réfrigérer en communautarisme, et maintenant, elle revient. Je remarque, en tout cas, en Europe, de beaucoup de manières, on redemande, mais la communauté, comment penser la communauté? Mais voilà, travailler à penser ce que commun veut dire, c'est déjà être quand même dans une action. Si vous pensez à une action comme ce que vous avez évoqué, le printemps érable et tout, si vous pensez à une action comme ça, si j'avais été à Montréal, j'aurais été dans la rue avec des casseroles, comme vous, comme vos professeurs, comme
comme mon amie Ginette Michaud, qui est justement professeure à Montréal. Bon, j'aurais été, bon, à Strasbourg ou à Paris, ce n'était pas le moment de faire ça, je n'avais pas des occasions équivalentes, mais ce n'est pas en allant dans la rue que je serai le plus véritablement actif. Attendez, je vais prendre un point dans ce qui vous a motivé au Québec, c'est-à-dire dans la question de l'université. Vous avez été, parce que vous avez été à la tête les plus visibles d'un mouvement qui est à peu près général, hein, dans tous les pays développés, sauf les pays qui sont en train, au contraire, d'émerger dans le développement. Et bon, mais dans tous les pays déjà bien développés, l'université est, comme on dit, en crise. Mais qu'est-ce qui est en crise? Ce qui est en crise, c'est très simple. C'est que l'idée de l'université comme lieu, justement, de la pensée fonctionnant pour elle-même, l'université comme un lieu de franchise, la franchise au sens de l'espace franc, hein, c'était un grand mot de l'université du Moyen-Âge et ensuite de l'université refondée à partir de l'université allemande, comme vous savez, au 19e. Cette université-là, je dirais, elle a presque partout disparu. Ce qu'on appelle université aujourd'hui, ce sont des institutions de formation professionnelle supérieure. À l'intérieur de ça, il y a quelques petits noyaux, les philosophes, les littéraires, les disciplines artistiques, qui essayent de survivre, qui sont de plus en plus détruits ou attaqués. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un combat pour l'université, il a deux aspects qui sont en fait très différents. Il y a un aspect de justice, c'est-à-dire permettre que tout le monde, sans avoir à payer de manière exagérée, c'est de là que c'est parti, hein, au Québec, que tout le monde puisse accéder à une formation de haut niveau. Bien. Mais ça, on peut le dire aussi des formations d'ingénieurs, de médecins, d'avocats. Oui, bon, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est que l'idée de l'université, c'est-à-dire l'idée d'un ensemble autonome d'exercices libres, entièrement libres, des facultés de l'esprit, soit préservée. Cette idée-là, elle devient presque impossible à défendre dans un monde bon, l'économie. Alors c'est là que peut-être l'action doit intervenir pour, à la fois, bien entendu, il faut défendre les facultés de philosophie. Mais vous savez, en France, les facultés de philosophie, elles sont, la plupart du temps, je ne dirais pas vides, mais il n'y a plus beaucoup de monde. Parce qu'à la fois, le métier de professeur de philosophie au lycée n'a plus d'intérêt, pour des raisons qui tiennent justement à toute l'évolution des structures socio-économiques, etc. Et d'autre part, être philosophe pur sans être professeur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un métier. Voilà. Eh bien, peut-être que justement, c'est le moment de comprendre que l'autonomie, la liberté de la pensée, il faut alors peut-être essayer de lui inventer d'autres lieux, et de lui donner d'autres moyens. Après tout, moi je suis toujours frappé par l'idée que entre le XVIe et le XIXe siècle, en Europe, l'université n'a à peu près rien produit. Rien des sciences, des arts et de la pensée qui sont si importantes. Voilà. Comptez de Descartes jusqu'à Kant, qu'est-ce que l'université a produit? Même Kant, on pourrait dire, n'a pas vraiment travaillé à l'université parce que jamais Kant n'a enseigné sa pensée à l'université.
il faisait des cours. Donc, voilà, là, par exemple, il y a une question qui est posée, qui est moins la question de comment le philosophe peut agir, parce que ça, bien sûr, il le peut avec les autres, mais où l'action propre de la pensée peut-elle avoir lieu si l'université. Alors, peut-être il faut, par exemple, en France, en Italie, mais je crois aussi, je remarque en Amérique qu'on appelle latine, mais bon, c'est visible pour moi de très loin, c'est assez visible par exemple par des maisons d'édition en Argentine et aussi maintenant je vois au Brésil. Il y a de nouvelles structures de l'édition, de la publication. Et ça c'est très important. Peut-être qu'aujourd'hui il est plus important de trouver un moyen de publier des pensées que de défendre un certain statut universitaire de la philosophie. Bon, voilà, c'est juste. C'est bon là. Bonjour Jean-Luc Nancy. On s'était rencontrés avec Juan à la Société française de philosophie à Paris. Ah oui, d'accord. Enchanté. Et là, je suis au Mexique. Oui, je vois, oui. Enfin, je ne vois pas beaucoup le Mexique, parce que personne n'a de sombrero. Ah, au Mexique. Alors... Je viens de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. J'ai transité par la France et là, je suis au Mexique. Ah oui, 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 c'est vous, le Kanak, oui. Grâce à la philosophie et à Juan notamment qui m'a invité ici. Comme quoi, la philosophie peut avoir une utilité. Bon, j'ai juste une question par rapport à ce que j'ai entendu aujourd'hui à la conférence. Mais avant de poser la question, j'ai juste une remarque par rapport à ce que vous venez de dire sur l'exécution. Je pensais beaucoup à la citation de Picasso lorsqu'il a créé Guernica, une citation qui est assez effrayante, mais aussi qui donne à penser toute création et destruction. C'est juste une association d'idées par rapport à la réponse que vous donniez par rapport à la question d'exception. Mais ma question n'est pas là. Elle est ailleurs. Elle est par rapport à la conférence que vous venez de prononcer et au discours que vous venez de soutenir. Je suppose quand même que quelqu'un comme vous, qui mettez la communication, pas simplement au niveau linguistique, qui la mettez au niveau littéraire, tel que j'ai cru le comprendre dans le communisme littéraire, au niveau de Blanchot, de Bataille, c'est-à-dire que ou même de Delacroix que vous avez cité, faire une peinture, c'est écrire une pensée. Je suppose que votre conférence, elle commence par l'existence, la première proposition, puis elle finit par une 9e proposition qui porte sur l'infini. Alors ma question, délibérément, je la pose de manière simple. Est-ce qu'il y a du sens dans l'ordre des raisons ou dans l'ordre des propositions? Vous commencez par l'existence, puis vous finissez par l'infini, et ensuite, il y a un dernier mot, un dernier moment qui porte sur l'infini et sur le retour à l'ec de l'existence, à l'ex par rapport à l'infini, qui est lié à l'ouverture, à l'autre, etc. Alors, la question, elle est simple. Est-ce que quand vous avez prononcé cette conférence que vous avez préparée, vous avez mis du sens dans l'ordre des propositions? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Un peu, bien sûr, mais à l'intérieur, parce que vous prenez le premier et le dernier moment, ça aurait pu, je pourrais tout reprendre autrement, je pense. Mais évidemment, alors j'ai dit, remarquez bien, rappelez-vous, au début, j'ai dit, d'abord, faisons comme Hegel et commençons par le commencement. Ça, c'était une allusion, j'avais reconnu au début de la grande logique, quand Hegel dit par où faut-il commencer dans la science, et alors il dit il faut commencer par le concept le plus simple, mais aussi le plus vide, donc être. Mais ça, c'était justement c'était mettre mes pas dans ceux de Hegel et prendre une voie, comment dire, à la fois logique, partir du plus simple, etc. Et un peu, si on veut, pédagogique, encore que
c'est pas très pédagogique de commencer avec l'être et l'ontologie, qui est aussi ce qui est le plus difficile, peut-être. Non. J'aurais pu commencer par n'importe quoi. J'aurais pu commencer par la politique, et de la politique, j'aurais pu passer au... Enfin, vous voyez, ce qui fait sens, justement, c'est toujours une circulation, et cette circulation, elle n'est jamais à sens unique, voilà. Donc, c'est vrai que pédagogiquement, méthodiquement, c'est mieux dire existence, et puis après, finalement, infini, et l'infini, c'est l'ec de l'existence même. Bon, d'accord. Mais ce qui, comment dire, oui, ce qui fait sens, c'est plutôt, je dirais, ce qui circule, et qui circule, alors, je dirais malgré moi, c'est pas, entre ces morceaux que je détache, vous voyez? Est-ce que, donc, c'est la circulation, je dirais d'abord, entre les thèmes, etc. Et puis c'est la façon, la manière dont cette circulation se passe en moi, pour moi, si je peux dire, et passe de moi à vous, si ça passe, comment ça passe, etc. Voilà, c'est ça qui fait du sens. ¿Alguien más? Allá, por favor, pasan el micrófono. Yo creo que sería conveniente que la tradujeras al francés, la pregunta, ¿no? ¿Se puede formular? Sí, bien claro. A partir del to be o not to be, que el maestro dice, ya no se puede. You cannot support the idea of to be or not to be, right? La idea, si no se puede basar en el ser o no ser, que él dice, como la cuestión ahora es ser, to be, o el potencial del ser. Y en esa carretera se atraviesa Heidegger y se atraviesa Federico Nietzsche. Mi pregunta es, esa transformación de la oración, to be or not to be, ¿nos manda por la carretera de Heidegger o al revés, de Nietzsche à Heidegger? Si j'ai bien compris, donc c'est à propos de la transformation de to be or not to be. Si on va la lire de Heidegger à Nietzsche ou de Nietzsche à Heidegger, c'est bien ça? Voilà, c'est ça la question. J'aimerais de Heidegger à Nietzsche, de Nietzsche à Heidegger. Je ne sais pas. Bon, d'abord, je précise un peu sur to be or not to be. Chez Shakespeare, Hamlet dit que not to be, c'est, vous savez, c'est être mort, donc c'est dormir, rêver peut-être. Vous savez, to sleep, to dream perhaps. Bon. Donc c'est une sorte de sous-existence, d'existence d'ombre, de fantôme, not to be. Puisque c'est une méditation qui lui vient devant le cimetière. Ah, oui. To be, en revanche, to be, il le développe ensuite, c'est être exposé à tous les malheurs qui viennent des autres hommes, de la vie en général, etc. Donc c'est la question de to be or not to be, c'est la question de choisir entre un mal et un autre mal. C'est ça, c'est une sorte de pessimisme radical qui s'expose par to be or not to be. Cette question, alors là je la reprends, si vous voulez, à partir de Heidegger, je dirais, on ne peut même pas la transposer chez Heidegger, puisque pour Heidegger, to be means not to be, puisque l'être n'est pas. L'être n'est pas un étant, etc., etc. Alors, si vous voulez dire que
de la pensée que l'être n'est pas. C'est-à-dire que l'être n'est pas un étant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fondement de l'existence. C'est ça, au fond, que je dis. L'être n'est pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'étant substantiel au sens étymologique de substantia, au sens de l'hypokeimenon d'Aristote. Il n'y a pas un étant qui soutient les autres étangs. Bon. Donc, s'il n'y a pas de fondement, alors oui, je dirais, oui, de Heidegger, il y a quelque chose qui retourne, mais c'est peut-être pas un retour, justement, qui va vers Nietzsche, c'est-à-dire vers la pensée de ce que c'est qu'un monde tenu par un outre-monde. Vous savez, chez Nietzsche, il y a cette expression de outre-monde, de Hinterwelt, enfin, arrière-monde. Hein. C'est ça la fin des arrière-mondes, dit Nietzsche dans Le Crépuscule des idoles. Bon. Cette fin des arrière-mondes, c'est exactement la même chose que le Dieu est mort. Dieu est mort, comme Nietzsche lui-même le dit, ça veut dire que c'est le Dieu métaphysique et moral qui est mort. Ça ne veut pas dire que les dieux, ça ne veut pas dire, disons plutôt que le divin comme hétérogénéité, comme je disais tout à l'heure, est mort. Ça n'a aucun sens. S'il n'y avait plus aucune hétérogénéité, il n'y aurait plus de sens du tout et nous ne serions même pas là. Nous serions tous complètement rivés à un travail et à l'entretien de nos vies, mais nous serions à peine des existants. Et la question de Nietzsche, elle est toujours comment exister. Bon, mais Nietzsche n'emploie pas ce mot exister, Nietzsche lui dit vivre, mais comment vivre dans un monde sans arrière-monde. C'est-à-dire, alors pour Nietzsche, ça veut dire en particulier un monde des apparences. Dans ce sens-là, Nietzsche est encore un peu tributaire d'une pensée antérieure, il y a l'apparence et la réalité. Mais ce que Nietzsche appelle apparence, il faut plutôt le comprendre comme apparaître. Ça apparaît, comme le matin. Le matin, le jour se lève, le monde apparaît. Même moi, je me réveille et je m'apparais à moi-même. Je ne suis pas une apparence, je ne suis pas une illusion. À moins que je sois fou et que je me prenne pour... peut-être même que je me prenne pour quelqu'un. Non. Mais quand je me lève le matin, je ne me prends pas pour quelqu'un. Je me lève. Je suis au monde. Je vois le monde. Je pense, je sais ce que j'ai à faire. Voilà, tout. Voilà, je reviens au monde. C'est quand même extraordinaire que tous les jours, nous sortions du sommeil, c'est-à-dire que nous sortions d'un état dans lequel nous ne sommes pas là. Et puis tout d'un coup, nous sommes là. Il faut penser la totalité du monde comme ça. Mais être là, d'un seul coup, c'est aussi le sens. C'est l'apparaître qui fait le sens. Alors voilà, dans ce sens-là, oui, je dirais, allons de Heidegger, être, à Nietzsche, apparaître. Ce qui ouvre très bien pour la question suivante. Primero, muchas gracias por sus palabras. Y la pregunta es, en la adoración como deconstrucción del cristianismo, ¿cuál es su actualización propia de sentido? O más bien, ¿a quién se besa y a quién se escucha y se llama en la adoración?
À qui a-t-on affaire après la déconstruction et après l'adoration? Je traduirai très, très rapidement. À qui s'embrasse, À qui a-t-on affaire? à qui on aime? À qui quoi, pardon? À qui on embrasse et à qui on aime après cette opération de la déconstruction et de l'adoration. Qui on embrasse? Oui. On veut. Il y a une chanson enfantine française qui est, voyons comment c'est, qui est Entrez dans la ronde, non, entrez dans la danse, voyez comment danse, dansez, sautez, embrassez qui vous voudrez. Mais qui vous voudrez, c'est très compliqué qui vous voudrez, parce que ça veut dire à la fois peut-être tout le monde, c'est un certain idéal de 68, du moins en France et en Europe, la rencontre dans la rue, voilà, on se rencontre, on s'embrasse, on couche ensemble et on va le lendemain, on embrasse un autre, une autre, on couche avec un autre, une autre, etc. Bon. Et oui, mais il y a quelque chose là, il y a quelque chose de vrai, de juste dans cette représentation d'une sorte de fièvre et d'ébullition et de vibration commune, collective. En même temps, évidemment, en continuant simplement comme ça, alors on retomberait dans une espèce d'équivalence aussi. Je t'embrasse toi, j'embrasse ton voisin, et c'est tout pareil. Donc, en même temps, embrasser qui vous voudrez, c'est aussi choisissez qui vous voulez embrasser. Donc, laissez un désir se faire, s'exprimer. Et je dirais là, puisqu'on pose la question à partir de la déconstruction du christianisme, que veut dire la charité? C'est quand même une des choses, je trouve, les plus étonnantes, que toute notre tradition intellectuelle et même religieuse pense que la charité, c'est de donner l'argent aux mendiants dans la rue. Mais charité vient de caritas. Caritas, c'est caro, carus, c'est cher. Caritas, c'est un mot qui veut dire que je donne du prix à quelqu'un. Donc, c'est-à-dire, je t'aime, je te donne du prix. Je te donne un prix justement incommensurable à un autre prix. Alors, pour cela, il faut à la fois penser que je peux et je dois n'empêcher la charité, c'est-à-dire l'estime absolue pour chacun, je ne dois l'empêcher pour personne, et en même temps, je dois la choisir, la décider, l'inventer selon les possibilités des rencontres, du désir, etc. Et ça n'empêche pas du tout qu'il puisse être question de fidélité. Pas forcément de fidélité conjugale organisée par la loi, même la loi morale. Non, mais parce que la fidélité, ça veut dire le rester dans la confiance. Mériter la confiance de l'autre et lui donner aussi sa confiance. ¿Alguien más? Hamid, il faudrait faire venir le micro. Oui, c'est une question qui me vient à l'esprit en écoutant la conférence. Il y a des philosophes contemporains dont vous êtes amis, je ne sais pas, comme Alain Badiou, Jacques Rancière, qui reviennent à une redéfinition du communisme. Par rapport à ce que vous avez dit sur le commun,
d'ailleurs l'an commun qui est peut-être en partage incommensurable. Quelle est votre, je n'allais pas dire position, mais qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que c'est une question difficile, mais puisque je profite d'entendre, je profite de vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez de... C'est pas du retour au communisme, c'est une pensée du communisme de Badiou, Rancière, qui est loin d'être superficiel quand même. Oui, bien sûr. Je n'ai pas du tout dit qu'elle était superficielle. Mais vous savez, le Badiou justement m'a qualifié il y a déjà peut-être une dizaine d'années, il m'a qualifié du dernier communiste. Il a dit Nancy est le dernier communiste. Mais maintenant, c'est plutôt lui. Maintenant, c'est lui qui est le premier communiste de plus tard. Bon. Donc, bien entendu, moi je partage entièrement, et j'ai partagé avec Badiou, Rancière et Balibar, et je ne sais plus combien, nous étions toute une autre quantité de philosophes, et mais aussi, je crois aussi bien, même Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, etc. Dans cette grande réunion sur le communisme, il y a eu une première à Londres et puis une autre à Berlin. Moi, j'étais pas à Londres parce que j'étais malade, mais j'ai écrit un texte d'ailleurs dans le volume qui s'appelle Le communisme, qui a été publié en France en tout cas. Donc j'ai écrit un texte justement sur l'histoire du mot communisme. Et après, j'ai écrit un autre texte sur le communisme pour une revue communiste, marxiste française, qui s'appelle Actuel Marx. Donc, c'est vous dire que je me sens très proche, je me sens participer à une sensibilité dans laquelle le mot communisme joue un rôle capital, tout simplement parce que je crois que le mot communisme, je l'ai dit tout à l'heure, mais très très vite, mais le mot communisme, il n'est pas apparu dans l'histoire pour rien. Si vous voulez, les choses qui apparaissent dans l'histoire et qui restent longtemps, c'est jamais comme ça par hasard. Hein. C'est comme le christianisme. Hein. Alors le communisme, il est absolument remarquable. Je trouve qu'il apparaît pour la première fois exactement à l'époque de Rousseau, mais pas chez Rousseau, chez Rétif de la Bretonne. Et il apparaît comme un mot pour désigner, pour Rétif de la Bretonne, une forme de gouvernement, mais au sens large du mot, au sens de l'époque, c'est-à-dire une forme d'organisation de la société, une forme politique donc. Et cette forme, c'est amusant et en même temps, ça concerne l'Amérique latine, puisque Rétif de la Bretonne dit qu'il y a, je crois, 2 tribus indiennes en Amérique du Sud. Alors je ne sais plus où il le situe, mais ça doit être au sud, plus bas que le Mexique, je ne sais pas, mettons comme du côté du Chili. Bon. Il y a 2 tribus qui vivent en faisant tous les travaux ensemble le matin et tous les loisirs, le repos, ensemble l'après-midi. C'est la seule description qu'il donne de ce communisme. Donc ce n'est pas très élaboré. Hein. Mais il n'y a que eux, il n'y a que ces 2 tribus dans le monde qui pratiquent ce qu'il, bien entendu, il présente, il comprend lui-même comme une sorte d'idéal, mais d'idéal inatteignable. Comment est-ce que ce mot de communisme, avec cette représentation d'une sorte de virginité primitive qu'on va chercher donc chez ces lointains Indiens, même à l'époque de Rétif de la Bretonne, évidemment, les pays d'Amérique étaient déjà bien développés, comme vous le savez. Mais enfin, disons, on peut dire qu'il y avait encore la représentation de peuples indiens encore à l'écart des États héritiers de l'Europe. En même temps, si vous voulez, le mot apparaît et
espèce d'idéal qui reste, bien dire justement, trop idéal, trop vague. Pourquoi est-ce qu'il apparaît ce mot? Je ne le sais pas, il n'y a aucun, enfin, on n'a aucun moyen philologique pour retracer le mot communisme avant Rétif de la Bretonne, sauf à dire que c'était un mot de droit ecclésiastique. C'est-à-dire que dans le droit de l'Église, on appelait communiste un bien qui appartenait à une communauté. Par exemple, une abbaye était un bien communiste, parce que c'est le bien de la communauté. Donc, la communauté, tous ses membres changent, tous les moines peuvent mourir, il en vient d'autres, mais personne n'a le droit, par exemple, de vendre l'abbaye. Bon. C'est quand même très intéressant que ça vienne aussi d'une signification ecclésiastique. Mais moi, je dirais que ce mot est apparu parce que la conscience de soi de la société européenne à ce moment-là, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle, commençait à être une conscience de la perte, de la décomposition d'un certain lien social. Ce n'était pas encore la révolution industrielle, mais il y avait déjà quelque chose. Il y avait sûrement, évidemment, il y avait déjà depuis 2 ou 3 siècles, il y avait une fatigue et une dispersion de la religion, d'abord. Phénomène qui ne s'est pas du tout passé de la même manière, justement, en Amérique latine. Direz-vous, les Européens partis en Amérique du Sud, enfin, depuis le Sud, depuis le Mexique, vous n'avez pas, enfin pendant longtemps, vous n'avez pas du tout pratiqué, je dirais, la même déliaison sociale. Peut-être parce que vous étiez justement dans des conditions complètement différentes, dans des conditions qui supposaient aussi souvent le rapport avec les populations indiennes, variables selon les régions et les pays, mais enfin, il y a quelque chose là qui s'est passé qui caractérise l'Amérique latine d'une manière très particulière, et dont j'ai d'ailleurs discuté plusieurs fois, et aussi dans un dialogue écrit avec Juan Carlos Moreno Romo, pour lui donner tout son nom, son titre. Bon, mais ça c'est intéressant parce qu'en même temps, même si le Mexique a été le lieu de la révolution, disons un modèle communiste la plus forte, la plus visible d'abord dans l'Amérique latine, le Mexique a été le lieu d'exil de Trotsky, mais aussi le lieu de son assassinat, mais ça, ce n'était pas à cause du Mexique. Bon. Et le Mexique a été aussi le lieu le pays où il y a eu, vous savez, c'est à un moment donné, une guerre terrible faite aux catholiques chrétiens. Donc le Mexique a été le plus avancé dans la représentation peut-être de l'avènement de quelque chose qui aurait été, bon, pas exactement communiste, enfin oui, disons, en gros, c'est l'idée communiste qui flottait là au-dessus. Bon. Je dis ça seulement pour dire que le communisme, ce que Marx avait qualifié de spectre qui hante l'Europe, le communisme n'a pas seulement hanté l'Europe, il a hanté aussi l'Amérique. Regardez l'histoire du communisme en Amérique pendant les années 1920-1930 et après la guerre, et l'histoire du macartisme. C'est tout à fait impressionnant de voir que comment le communisme a pu devenir une hantise pour l'Amérique. Pas seulement à cause de rapports de puissance, pas seulement parce que la Russie, devenant l'Union soviétique, était en train de prendre une place de grande puissance que l'Amérique ne pouvait pas supporter. Non, pour autre chose. C'est parce que là où je disais tout à l'heure que les États-Unis sont le pays d'une sorte de religion civile pas très religieuse,
pas très civil non plus, au sens où en même temps c'est très individualiste, mais une représentation de lieux communs de sens qui ne supportait pas que sous le nom de communisme vienne se proposer quelque chose comme l'idée de la création commune d'un sens. Or, voilà ce que je voulais dire, si vous voulez. Ce même partage a fait aussi qu'en Europe de l'Ouest, pendant longtemps, il y a eu une fascination pour l'Union soviétique et ensuite, bien plus tard, même pour la Chine maoïste, parce que la conscience est restée toujours extrêmement vive de l'attraction par l'idée même de créer un sens commun, de créer en commun un sens commun. Donc c'est pour ça si vous voulez, que je pense que le mot communisme, il a une charge philosophique, anthropologique, éthique et émotionnelle, bien sûr, affective, si vous voulez, extrêmement forte. En même temps, peut-être que c'est justement le projet d'une sorte de création ex nihilo de la communauté qui contenait les dangers de ce qu'a été, de ce qu'ont été, aussi bien le socialisme nazi, parce qu'il ne faut pas oublier que nazisme, ça veut dire national-socialisme. Et que socialisme, en fait, c'était même le mot de l'État auquel le communisme devait parvenir. Bon, aussi bien donc du socialisme, du national-socialisme, que du socialisme soviétique, que du socialisme maoïste, etc. Donc, je dis communisme est peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure très vite, c'est peut-être un mot dont il faut arriver à laisser tomber le isme, et c'est là que je me sépare alors de Badiou, par exemple. Pas de Rancière est beaucoup moins net et clair sur l'idée communisme. Mais Badiou, lui, oui, il parle de ce qu'il appelle l'hypothèse communiste. Or, moi, justement, je dis à Badiou, le communisme, ce n'est pas une hypothèse, c'est une réalité, c'est nous. Mais peut-être il ne faut pas alors l'appeler communisme. Il vaut mieux pas l'appeler. Parce que si on dit communauté, ça devient communautariste, ça a l'air un peu vaguement soit religieux, soit ethno-centré. Bon, comme au sens où on dit... Bon, par exemple, en France aujourd'hui, on va souvent parler de la communauté musulmane en France, la communauté chinoise. Après, il y a aussi en France, il y a des toutes petites communautés qui, elles, par exemple, la communauté des Québécois en France ou la communauté des Mexicains. Ce sont d'autres communautés, ce sont des communautés de gens qui sont provisoirement, en général, ailleurs, à l'étranger, même exilés si on veut, mais ce n'est pas la même chose que des communautés de gens qui se réfèrent à d'autres représentations collectives, sociales, religieuses, etc., et qui vivent définitivement dans un pays. Mais justement, ça pose la question de comment fait-on du commun entre des communautés. Et donc, je ne crois vraiment pas, si vous voulez, qu'on puisse avoir un schéma communiste, encore au sens où Badiou représente l'hypothèse communiste, parce que par exemple, Badiou, il dit bien, il écrit que le jour où la révolution est possible, il faut bien ensuite passer quand même
par quelque chose comme une dictature, ce qui a été appelé dictature du prolétariat, et que non. Et bien sûr, on le comprend, parce que si on fait, c'est la question que je posais tout à l'heure, si on fait une révolution, il faut bien la tenir. Pour la tenir, il faut de la poigne. La poigne, bon. Est-ce qu'il faut des exécutions? Voilà. Benito Juárez, vous savez, il a été, à cause de l'exécution de Maximilien, puisqu'on en a tellement parlé, Benito Juárez, en Europe, par beaucoup de gens, il a été considéré comme un sanguinaire, comme un meurtrier, bon, etc. C'est peut-être aussi ce que pense Manet. Mais Benito Juárez, en fait, vous savez bien, c'est quand même, c'est l'initiateur quand même de la République et de la démocratie au Mexique. Or, à qui a-t-on donné le prénom de Benito? À Mussolini. Les parents de Mussolini l'ont appelé Benito à cause de Juárez. Donc, c'était un idéal. Et Mussolini, il ne s'appelait pas communiste, mais le fascisme est une autre façon de dire l'unité, vous voyez, l'unité en faisceau, l'unité du peuple, la nation, etc. Mais au départ, tout le temps, les idées de Mussolini sont aussi des idées socialistes, communistes. C'est ça à quoi souvent on ne fait pas assez attention, c'est que la deuxième moitié du XIXe siècle, et puis ensuite toute la première moitié, et encore après, du XXe siècle, ont été de toutes parts travaillés par toutes sortes de modulations de communisme, socialisme, et le mot de fascisme, qui sert beaucoup de repoussoir. Il faut aussi se rappeler que c'est un mot qui voulait dire quelque chose comme communisme. Alors, par exemple, en Amérique latine, au moins, le péronisme était une forme aussi de socialisme. Donc, la question, elle est là, elle est dans cette... c'est vraiment une question cruciale, au sens où... Cruciale, c'est la croix. C'est que d'un côté, le communisme porte, je dirais, l'idée communiste ou l'idée du commun, l'idée, en tout cas de l'être ensemble, porte tout le désir, mais le désir le plus nécessaire, sans doute le plus profond, d'un monde qui n'a plus de sphère de rassemblement. D'un autre côté, le même mot, la même idée, porte tout le danger de la collectivisation et de totalitaire, etc. Qui aujourd'hui, évidemment, ne peut plus avoir lieu comme elle a eu lieu dans les régimes qu'on appelle totalitaires, mais parce qu'aujourd'hui, et c'est peut-être encore le plus dangereux, comme on le dit beaucoup maintenant depuis, disons, 20 ans, 30 ans, il y a une sorte de totalitarisme rampant, qui est celui auquel l'Empire, je faisais allusion tout à l'heure à l'Empire à cause de Victor Hugo, écrivait